Le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours le Kaiser qui gagne. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Franz Beckenbauer, l'emblème de l'équipe d'Allemagne, l'emblème du football allemand plutôt, devrais-je dire, nous a quittés ce lundi 8 janvier, jour de mon anniversaire. Voilà, c'est une légende de plus qui s'en va rejoindre Maradona, Cruyff, Pelé et bien d'autres. Voilà, c'est bien triste. Donc je voulais faire une petite vidéo pour lui rendre une sorte d'hommage, parler un peu de mes connaissances en ce qui concerne Franz Beckenbauer. Alors je suis pas le plus grand spécialiste de Franz Beckenbauer, mais je connais quand même quelques petits trucs qui pourraient être sympas, que je pourrais transmettre aux plus jeunes qui ont envie d'en savoir un peu plus et qui pourront après essayer de s'informer encore plus pour enrichir leur culture. Voilà. Ben, Franz Beckenbauer, c'était donc déjà je vais parler de lui parce que déjà il est passé par l'OM, donc du coup voilà, et puis aussi vite fait sur sa carrière d'entraîneur et de joueur. Voilà, je vais essayer de pas trop être pêle-mêle, de pas trop partir dans tous les sens, mais de dire l'essentiel, voilà, en surface un peu, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai quelque chose de plus approfondi, mais là voilà, il est décédé hier, donc ce matin je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour lui rendre hommage, sachant que ça a aussi été, malgré que ce soit sur un court terme, une figure de l'Olympique de Marseille. Franz Beckenbauer, c'était déjà un très grand joueur, voilà, très grand joueur, un libéro qui a réinventé, voire modifié le poste de libéro, comme beaucoup l'ont dit, beaucoup d'anciens joueurs qui l'ont côtoyé sur des VHS ou des DVD que j'ai pu voir. Il a réinventé ce poste. Voilà, c'était un joueur très élégant, très charismatique, tout aussi élégant que Zizou, mais peut-être dans un autre style, mais il avait cette élégance rare que certains ont, que tout le monde n'a pas dans le football, mais c'était quelque chose qui lui était attribué. Voilà, beaucoup d'élégance, beaucoup de charisme, beaucoup de classe, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. C'est ce que tout le monde s'accordera à dire concernant Franz Beckenbauer. Je connais personne dire j'ai jamais entendu personne dire du mal de Franz Beckenbauer, voilà, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, tout ça. Et voilà, donc du coup, Franz Beckenbauer, il a démarré sa carrière à Munich 1860, voilà, avant d'aller, parce qu'à l'époque, le Munich 1860 était un plus grand club c'était le grand club de la ville, avant le Bayern Munich, avant que le grand Bayern explose. Et c'est après que le Bayern a explosé dans les années 60-70. Et le Bayern Munich, voilà, on sait ce que c'est aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu. Et on sait que Franz Beckenbauer a tout donné pour ce club. Il a gagné de nombreux titres. Il a gagné des championnats, des coupes nationales, des coupes d'Europe, plusieurs coupes d'Europe et diverses coupes d'Europe, une coupe intercontinentale, je crois. De toute façon, je reviendrai sur son palmarès après, voilà. Donc Franz Beckenbauer, c'est 3 Ligues des Champions avec le Bayern Munich. Donc c'est 60, je crois que c'est 72, 73, 74 si je me trompe pas. Non, 74, 75, 76. Il me semble bien que c'est ça, 74, 75, 76 contre l'Atlético, Leeds et Saint-Étienne. Saint-Étienne était en finale de Coupe d'Europe à l'époque, vous vous rendez compte. C'était la première, une des plus grandes épopées pour un club français à l'époque. Et c'était là Saint-Étienne, voilà, qui avait rencontré le Bayern avec la fameuse histoire des poteaux carrés. Et voilà, du coup, Franz Beckenbauer donc est une légende du Bayern. Il est aussi une légende de l'équipe nationale allemande. Voilà, moi j'ai plus de connaissances sur les coupes du monde et sur les équipes nationales que sur le Bayern en lui-même, même si j'adore ce club, que je le suis encore aujourd'hui. Et Franz Beckenbauer, lui, ce qu'il a fait de fort avec cette équipe nationale, c'est tout le parcours et la façon dont il est monté. La façon dont il est monté au sein de cette équipe. Il a démarré très jeune, je crois que c'est à 21 ans, il a déjà fait la Coupe du Monde 66. Donc voilà, il était milieu de terrain. Alors lui, il aimait beaucoup jouer, à ses débuts, il aimait beaucoup jouer latéral, Franz Beckenbauer. Puis il sera repositionné milieu de terrain en équipe nationale, déjà pour te montrer sa polyvalence. Et en 1966, l'Allemagne ira en finale, perdra contre l'Angleterre, avec le fameux but qui est rentré ou qui est pas rentré de Hurst, qui a tapé la barre, qui a tapé la ligne. À l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs technologiques, la VAR, tout ça. Bon, le but avait été accordé. L'Allemagne perdra 4-2, si je me souviens bien, contre l'Angleterre. Et Franz Beckenbauer, en tant que milieu de terrain, sera élu meilleur milieu du tournoi, tout simplement. Donc déjà, on est à la Coupe du Monde 66. 4 ans plus tard, en 70, déjà, il a pris beaucoup plus de galons. Il est une des stars de cette équipe, même la star, je pense. Il fera une très très belle Coupe du Monde, et cette Coupe du Monde 70 sera évidemment marquée par le très grand match, considéré encore aujourd'hui par les spécialistes comme un des plus grands matchs de l'histoire,
peut-être le plus grand match de l'histoire, encore plus que le France-Argentine que nous avons vécu en 2022. Parce que beaucoup de gens, maintenant, c'est une mode de dire que ce match est le plus grand match de l'histoire. Il est un des plus grands matchs de l'histoire peut-être, mais je vous rappelle quand même que les 80 premières minutes, elles étaient quand même un peu nazes. Donc voilà, l'Allemagne Italie, le RFA Italie de 70, la demi-finale, est un véritable match de légende. Et dans ce match de légende qui se terminera, je crois, par 4-3 pour l'Italie, Franz Beckenbauer terminera, après avoir été blessé par un défenseur, ou je sais plus si le joueur était défenseur ou milieu italien, mais terminera le bras en écharpe. Et il ne pouvait pas sortir. Alors je sais plus si c'est parce que on n'a pas voulu le faire sortir, ou c'est que je crois qu'il y avait plus de changement possible. Et finalement, il décidera de rester sur le terrain. Et du coup, beaucoup ont dit à cette époque qu'il vaut mieux avoir un Beckenbauer à 60% qu'un autre joueur de l'équipe à 100%, pour te montrer vraiment ce que représentait Franz Beckenbauer déjà en 70 pour l'équipe allemande. Du coup, voilà, ils perdront, bon, ils iront pas en finale, je crois qu'ils se consoleront avec le match de la 3e place, je sais plus, c'était peut-être l'Uruguay où ils gagnent 1-0, je sais plus, je me rappelle plus exactement, il me semble que c'est contre l'Uruguay qui gagne 1-0, ils finissent 3e. Et voilà, et en 74, donc 4 ans plus tard, là, c'est le Kaiser, c'est vraiment le Beckenbauer, la légende, c'est, au sein de cette équipe, il va étinceler, voilà. Il va tout gérer. Il va être, alors certains appelaient Socrates le professeur, mais Beckenbauer en 74, croyez-moi, c'était quelque chose. C'était presque lui qui, la légende dit qu'il avait son mot à dire pour les joueurs sélectionnés, qu'il faisait même l'équipe. Alors je crois que le sélectionneur à l'époque c'était Sean, et je crois qu'il faisait même l'équipe avec Sean, voire des fois même à la place de Sean. Voilà, c'était le capitaine, c'était le sélectionneur, c'était tout. Encore plus que Zidane en 2006, parce qu'on se souvient que dès que Zidane est venu en 2006, on savait très bien que Domenech, voilà, quoi, c'était un peu secondaire, que c'était plutôt Zizou qui gérait beaucoup de choses. Mais Beckenbauer, c'était un peu ça en 74. Voilà, il gérait tout. Il gérait tout et enfin, voilà, c'était l'homme à tout faire de cette équipe d'Allemagne. Il les mènera en finale, il les mènera au titre. Voilà. Alors à l'époque, il y avait deux grandes stars, c'était Cruyff et Beckenbauer. Et c'était vraiment les deux icônes, quoi. Il y a eu l'époque la plus récente, Ronaldo, Messi. Et dans les années 70, c'était Cruyff, Beckenbauer. Alors Cruyff, Cruyff, il se retrouve en finale tous les deux, donc Pays-Bas, Allemagne. Et Cruyff, lui, c'est plutôt le joueur, tu vois, très technique, voilà, qui en impose aussi sur le terrain, un peu comme Franz Beckenbauer, mais dans un autre style encore. Voilà, c'est un joueur plus offensif, voilà, avec une grosse intelligence de jeu qui va répéter plusieurs fois des changements de rythme dans un match, accélération, arrêt, dribble, je repars, voilà. On a des joueurs beaucoup que quand ils partent, ils sont partis, voilà, tu les vois plus et c'est leur façon de jouer, même s'ils vont pas au bout, ils partent, ils s'arrêtent pas. Cruyff, lui, il avait ces changements de rythme et ces changements de trajectoire qui en faisait un peu l'image de Messi, mais encore un peu différent, parce que Messi, lui, il part et c'est souvent vers l'avant. Cruyff, voilà, il avait ses changements de rythme, ses changements de côté, quand il revenait, il te redriblait. Voilà, c'était un phénomène. Et donc, tu avais ce grand match en finale 74, Cruyff-Beckenbauer. Et là, c'est vraiment les deux légendes qui s'affrontent en finale. Et voilà, et Beckenbauer, lui, qui était repassé libéraux, voilà, il était repassé libéraux dans l'axe. Et c'est là où on savait qu'il avait déjà réinventé ce poste depuis quelques années avec le Bayern, où Franz Beckenbauer, tu vois, c'était le libéraux qui était derrière ses défenseurs, mais qui partait régulièrement et plusieurs fois, quasiment tout le temps, à de nombreuses reprises dans un match où il partait aux avant-postes. Mais c'était plus que Laurent Blanc, plus que d'autres. Alors des fois il partait seul, il te driblait un ou deux joueurs, et des fois il combinait avec d'autres joueurs. Mais genre il te faisait pas la passe, il se replaçait, non, il te faisait la passe, il sollicitait un 1-2, il allait aux avant-postes et tu le retrouvais des fois aux côtés de l'avant-centre. C'était un peu sa particularité, c'est pour ça que c'était vraiment un libéro très différent de ce qu'on connaît du poste de libéraux. Et c'est quelque chose. Bon, le football est différent aujourd'hui. Est-ce qu'un libéraux pourrait le faire? Ça aujourd'hui, je sais pas. T'avais des défenseurs, comme moi je me rappelle de Daniel Van Buiten à l'OM, qui une saison où il a été le meilleur buteur de l'équipe, alors qu'il était défenseur central. Et Beckenbauer, c'était ça tout le temps en fait. C'était ça tout le temps. Voilà, c'était pour te montrer le joueur spécial que c'était. Voilà, donc voilà, cette Coupe du Monde 74, c'était un peu l'apogée, voilà.
Et l'année 74 même, je crois que c'est la première année où il gagne la Ligue des Champions, donc Coupe du Monde, Ligue des Champions. Bon, bizarrement, il n'a pas eu le Ballon d'Or cette année-là, mais il avait eu en 72, à l'Euro 72, où je sais plus s'il le gagne cet Euro, je crois que c'est l'Allemagne qui gagne en 72. Oui, il gagne en 72 parce que c'était la première équipe à avoir fait ce fameux doublé, tu sais, Euro Coupe du Monde. Alors la France l'a fait en 2000, mais dans le sens inverse, Coupe du Monde, Euro. Là, c'était Euro Coupe du Monde. Et voilà, et Beckenbauer, donc il a eu le Ballon d'Or en 72, il aura aussi en 76, après la Coupe du Monde 74, donc les 2 années où il a gagné, alors il gagne pas l'Euro en 76, il perd en finale contre, je crois, la République tchèque, avec le fameux penalty qui restait célèbre aujourd'hui avec le nom, Panenka. C'était Antonin Panenka qui mettra le penalty victorieux pour la République tchèque, contre l'Allemagne de Beckenbauer en finale. Mais ça n'enlèvera pas à Beckenbauer d'avoir le Ballon d'Or en 76. Voilà. En 74, c'était Cruyff qui l'avait eu. Donc tu vois, déjà, ça se faisait un peu comme je sais plus en quelle année, je crois que c'est en 2014 où tu as l'Allemagne qui est champion du monde et Messi qui est meilleur joueur du tournoi. Souvent ils font ça, tu sais, le finaliste, comme en 2018, c'est Modric qui a eu le Ballon d'Or et c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde. Ben là, en 74, c'est l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde et c'est Cruyff qui a le Ballon d'Or, voilà. Du coup, voilà, et puis après, qu'est-ce qu'il fera Beckenbauer? Il quittera le Bayern Munich pour tenter l'aventure américaine aux côtés de qui? Aux côtés du roi Pelé. Voilà. Donc, je te laisse imaginer un effectif Beckenbauer-Pelé dans la même équipe. C'est-à-dire que tu as peut-être 2 des 10 meilleurs joueurs de l'histoire. Alors quand je dis 10, parce que j'ai pas envie de dire 3 ou 5, j'ai envie d'élargir parce que je me suis pas posé la question, j'ai pas fait voilà. Il y a tellement maintenant d'icônes. Mais Pelé, on sait très bien qu'il est dans les 5 premiers de l'histoire, mais est-ce que Beckenbauer est dans les 5, je sais pas, mais en tout cas, il est dans les 10, pour moi. Du coup, Beckenbauer, Pelé dans le même effectif à l'époque, je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer vraiment voilà, ça, c'est joli sur le papier, je trouve. Voilà, c'est joli sur le papier. Ils joueront pas longtemps ensemble, mais voilà, c'est quand même très joli sur le papier. Donc du coup, aux États-Unis, Beckenbauer tout le temps dans sa grande classe, voilà, ce joueur qui étincellera de sa technique plus, voilà, ce joueur qui fera découvrir aux Américains ses incroyables extérieurs du pied, parce qu'on parle beaucoup, la génération actuelle et ceux qui ont connu aussi Roberto Carlos, on parle beaucoup de l'extérieur du pied de Roberto Carlos, qui était surtout réputé pour les effets, pour les frappes de balles qu'il avait. Mais de l'histoire, je pense que vraiment de l'histoire du football, de ce que j'ai vu sur des VHS, sur des DVD, sur des vidéos, de ce que j'ai lu dans des livres, je pense sincèrement, en toute objectivité, que celui qui maîtrisait le mieux l'extérieur du pied, voilà, que ce soit en passe, en tir, en transversal, en tout, je pense que je peux sortir un argument comme ça, mais le meilleur joueur de l'histoire en termes qui savait le mieux se servir de l'extérieur de son pied, c'était Franz Beckenbauer. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Il faudra découvrir donc tout ça aux Américains. Voilà. Il remportera 3 titres. Donc du coup, il passe 3-4 ans là-bas, il remporte 3 titres. Que dire de plus? C'est partout où il va, il gagne. Et voilà, il reviendra ensuite en Allemagne. Il reviendra ensuite en Allemagne, terminer sa carrière à Hambourg. Voilà. Il ira jouer à Hambourg et qu'est-ce qu'il fera à Hambourg, Franz Beckenbauer? Il gagnera un titre. Il gagnera un titre avec Hambourg, voilà. Donc, pour te montrer que partout où il passe, le type, il gagne. Que ce soit en club, en sélection, dans n'importe quel championnat, dans n'importe quel club, le type, il gagne. Voilà, il gagne. Il a gagné avec le Cosmos, il a gagné avec le Bayern, il a gagné avec l'équipe d'Allemagne, il a gagné avec Hambourg. Et voilà, et puis après Hambourg, il ira refaire une petite pige rapide au Cosmos, où il jouera pas très longtemps, une vingtaine de matchs, je crois, ou une trentaine, je sais plus. Et sa carrière se terminera ainsi. Voilà, c'est une légende. C'est une légende. Et cette légende, Franz Beckenbauer, cette légende immense du football, viendra entraîner en 1990 l'Olympique de Marseille. Voilà. Le club que je supporte, le club que j'ai dans mon cœur, le club que je supporte a été entraîné par Franz Beckenbauer. Donc je te laisse imaginer. En plus, il sortait juste d'une victoire en Coupe du Monde en 90, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Voilà, la fameuse équipe Allemagne du redoutable Lothar Matthäus, Klinsmann, Rudi Völler. Cette première Coupe du Monde que moi j'ai regardé étant petit, qui est la première Coupe du Monde que j'ai vue de mes yeux à la télévision, que j'ai suivie, et bien Franz Beckenbauer, c'est lui qui l'a remporté. Et l'entraîneur de l'équipe victorieuse de cette Coupe du Monde entraînera l'été suivant, dans la foulée, l'Olympique de Marseille. Voilà. Bernard Tapie le fera venir
en remplacement de Gérard Gilly. Et voilà. Bon, l'aventure marseillaise de Beckenbauer, elle est un peu particulière. Je vais un peu t'expliquer parce que on a peut-être une légende du football à la tête de notre équipe. Et quelle équipe? Parce que le OM 90-91, moi, de l'histoire, c'est mon préféré. De toute l'histoire, c'est mon préféré. Encore plus que le 93. L'effectif est complètement dingue. Voilà. Chris Waddle, Dragan Stojkovic, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Abedi Pelé, Carlos Moser, Manuel Amoros, Pascal Olmeta, Gaëtan Huard en doublure. Sachant que le petit truc qui a fait un peu partir Beckenbauer de Marseille, c'est un peu ce truc de doublure avec Olmeta et Huard. Enfin voilà, Basile Boli, enfin voilà, j'en passe quoi. Sauzé et Deschamps n'étaient plus là, Francescoli non plus, ils venaient de partir. Sauzé et Deschamps étaient prêtés, je crois. Sauzé à Monaco, Deschamps à Bordeaux. Francescoli venait de quitter le club. Enfin, je te laisse imaginer, sachant que Maradona a failli venir. Je te laisse imaginer Beckenbauer entraîner Maradona avec tous les joueurs que je viens de te citer. Donc quand je te dis que l'OM en 90 c'était des galactiques, voilà. Donc j'insiste bien sur ça. Et voilà, donc du coup il entraînera l'OM, il débutera par une défaite contre la Cannes où joue un certain Zinedine Zidane, comme quoi tu vois, c'est marrant l'histoire du football. Il entraînera la Cannes et il entraînera l'OM et il jouera contre la Cannes son premier match. Il fera une quinzaine de matchs où il aura 8 victoires, 5 défaites et 2 nuls. Du coup, le bilan n'est pas extraordinaire, mais le bilan n'est pas catastrophique non plus. Il aurait pu rester. Je pense que Tapi, sa volonté c'était de le garder. Parce que quand il va le limoger en tant qu'entraîneur, il va le garder en tant que directeur sportif, il me semble, ou directeur technique, je sais, directeur sportif. Et il accompagnera l'OM jusqu'à la finale de Ligue des Champions 91 contre Bari, où il sera dans les vestiaires presque comme un intendant, où Dimeco racontait une anecdote que j'ai entendue hier soir que je ne connaissais pas, où il voyait à la mi-temps du fameux match contre Milan, Beckenbauer en train de changer les crampons de Basile Boli et de Chris Waddle. À l'époque où tu changeais les crampons, où c'était pas les chaussures d'aujourd'hui, enfin voilà, donc pour te montrer l'humilité et le grand homme qu'il était. Voilà, Beckenbauer aura un bilan donc de 15 matchs où il aura 8 victoires, mais il aura des défaites un peu contre des clubs, tu vois, contre Nancy, contre Sochaux. Je crois que Nancy, il perd contre Nancy aussi, je crois. Donc il y a eu Cannes, il y a eu Nancy, il y a eu Sochaux. Et la défaite de troupe Bernard Tapie, c'était le 4-0 contre Auxerre. Mais cette saison-là, ça n'empêchera pas l'OM d'être champion déjà. Et aussi, ce qui a fait déborder le vase, déjà, le boss qui était Bernard Tapie, le Kaiser qui était Franz Beckenbauer, donc je te laisse imaginer ces deux hommes dans le club de mon cœur à Marseille. L'entente n'était pas toujours au beau fixe parce qu'on sait très bien que Bernard Tapie était un président qui des fois fallait qu'il mette son grain de sel pour faire l'équipe quoi. Il avait son mot à dire. Et ça c'est pas passé avec Franz Beckenbauer qui lui aussi était très rigide. Voilà, cette rigidité allemande qui en a fait la légende qu'il était aussi. Et du coup voilà, donc ça c'est le truc qui a fait déborder le vase, c'est un jour où Beckenbauer va dire avant un déplacement, je sais plus, c'était à Tirana je crois, il va dire à Gaëtan Huard que c'est lui qui jouera demain en lieu et place de Pascal Olmeta, parce que Olmeta avait débuté la saison parce que Gaëtan Huard s'était blessé la saison d'avant, et donc du coup il a fallu du temps pour revenir, il avait une grosse blessure, et Beckenbauer décide que ce sera Huard dans les buts, Tapi l'apprend, Tapi passe un coup de fil à Huard, il lui dit non, c'est pas toi qui joues, crois-moi, tu vas pas jouer, c'est Pascal Olmeta qui sera dans les buts contre Tirana. Et le lendemain, Beckenbauer voit Gaëtan Huard arriver en jean, sans ses affaires, tout ça, et il lui dit ouais, le boss m'a appelé, voilà, il veut pas que je joue. Donc du coup, ça a grandement irrité Franz Beckenbauer. Et puis voilà, les deux hommes ont décidé d'en rester là en tant que président-entraîneur. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il finira la saison en tant que directeur sportif. Du coup, voilà, c'est son passage à l'OM. Voilà, il a quand même eu 8 victoires, il faut pas tout jeter, parce qu'on dit souvent, ouais, ça a pas marché, mais ça aurait pu très bien marcher si Bernard Tapie lui avait laissé un peu plus de temps et avait mis un peu moins son grain de sel dans les histoires. Bon, ça n'a pas empêché de faire venir un grand entraîneur qui est Raymond Goethals, c'est qu'on connaisse le succès de l'OM derrière, voilà. Donc voilà, je t'ai parlé un peu la vidéo, elle est un peu en deux parties, j'ai essayé de te transmettre mes connaissances, voilà. J'ai pas pu faire plus de recherches que ça, que ce que je connaissais déjà, parce que déjà j'ai pas eu le temps. Et puis voilà, il est décédé hier, voilà, jour de mon anniversaire. Voilà, donc c'est une légende de plus qui s'en va. Dans la même semaine, je crois qu'on a perdu Mario Zagallo.
Je crois pas, je suis sûr. Mario Zagallo qui a entraîné le fameux Brésil de 98, le fameux 3-0 que tous les Français connaissent, c'était Mario Zagallo à la tête, l'homme aux multiples Coupes du Monde. Et l'homme aussi qui, comme Beckenbauer et comme Didier Deschamps, ils étaient trois, à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Voilà. Du coup, Zagallo et Beckenbauer nous ont quittés. J'espère que Deschamps va pas nous quitter dans les jours qui arrivent. Sinon, ça serait la triplette, quoi. Voilà, il ne reste plus donc en vie que Didier Deschamps qui est en vie, qui a remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Voilà. Voilà, j'ai essayé de te transmettre mes connaissances à travers cette vidéo. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Voilà, et puis c'était aussi ma manière à moi de rendre hommage à Franz Beckenbauer. Voilà, je suis un peu plus actif sur YouTube, c'est vrai en ce moment. Je profite parce qu'à un moment donné, je vais peut-être devoir arrêter parce que j'aurai peut-être plus le temps de faire des vidéos, j'en sais rien, mais je sais pas. C'est vrai que la passion me pousse en ce moment et le temps aussi me le permet. J'avais pas fait de vidéo sur le roi Pelé, sur Diego Maradona, sur Johan Cruyff à l'époque, parce que j'étais même pas dans tous ces trucs d'internet. Je crois qu'il y avait encore des portables où tu n'avais pas d'écran comme on a aujourd'hui. Voilà, donc c'était ma façon à moi de rendre hommage au Kaiser. Voilà, une des plus grandes personnalités allemandes de l'histoire. Voilà, il était plus qu'un roi, il était le Kaiser. Donc repose en paix, monsieur Franz Beckenbauer. Adieu Kaiser, adieu légende. Ciao ciao.